préciser quelques points techniques sur la sédation, sur les pratiques sédatives. Vous n'allez pas m'entendre parler, j'espère, de sédation terminale, en phase terminale. Vous allez m'entendre parler de pratiques sédatives dans certaines situations. D'abord, vous dire que les pratiques sédatives sont des pratiques parfaitement bien identifiées avec des recommandations de 2002, de 2009. Le principe absolu d'endormir un malade, c'est qu'il ne vive pas l'effroi d'une situation qu'il juge insupportable. C'est ça le principe de base. Mais la sédation, toute personne qui a eu une anesthésie un jour, pourquoi est-ce qu'on l'endort? C'est parce qu'on juge que l'opérer sans l'endormir, sans l'anesthésier, est insupportable. Ce n'était pas le cas au Moyen-Âge. L'amputation sur le bateau des pirates, un peu de rhum, un morceau de bois pour essayer de tenir, et vas-y que je t'ampute. Aujourd'hui, ça paraît pas très sympathique. Résultat, si vous avez un accident de la route, ce que je ne souhaite à personne, que vous avez le fémur qui est à 90 degrés, ça fait mal, que le SAMU arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous endormir immédiatement. Et après, on s'occupe de vous. D'accord? Le principe de la sédation, c'est ça, c'est faire dormir pour ne pas subir quelque chose d'intolérable. Alors en pratique palliative, quelles sont les situations? Vous avez ce qu'on va appeler les situations à risque vital immédiat. C'est assez classique, c'est l'hémorragie, c'est l'asphyxie, c'est le malade qui va étouffer. Là, le patient, si on ne fait rien, il va mourir, de toute façon, dans les quelques heures ou les quelques jours. Sauf qu'on veut, c'est lui éviter l'effroi de subir cette situation. Donc on va l'endormir pour qu'il ne vive pas l'effroi de mourir d'hémorragie ou en asphyxie. Mais le décès survient de l'évolution de la maladie, pas de la sédation. Je pourrais dire que là, je pourrais être capable de tous vous endormir. Au-delà même du fait de m'écouter, mais je suis capable de vous endormir. Je suis aussi capable de vous tuer. Je sais faire. Mais pratiquer une sédation, on sait faire et on endort à ce moment-là. Le décès survient de la maladie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'avais un patient qui avait une tumeur ORL. C'est pas très gai, hein, 10h moins le quart, 11h moins le quart. Et ça s'est mis à saigner. Et on avait convenu avec lui que s'il y avait un problème, on pourrait l'endormir. On l'endort, on s'attend à ce qu'il meure puisqu'il saigne. Sauf que quand vous endormez un patient, la tension chute. Si la tension chute, le saignement s'arrête. Bah ouais, une fois que le saignement s'est arrêté, le malade s'est réveillé. Et là, il a fallu prévenir madame que non, monsieur allait revenir à la maison. Parce qu'on était persuadé qu'il allait mourir, et le malade est mort 3 mois après. Autre exemple, un jour, on m'appelle en me disant « Oui, on s'est trompé, on a fait 10 fois la dose d'un patient. » Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le réveille, on ne le réveille pas, puisque j'ai l'antidote. Hein, vous savez que nous, on est des petits cuisiniers de la médecine. Hein, on a des produits dans un sens, on le met dans l'autre. Le bras droit, je vous mets le produit pour vous endormir. Le bras gauche, je vous mets le produit pour vous réveiller. Ça, je sais faire aussi. Allez, on est des petits... Vous avez jamais vu les anesthésistes jouer avec leurs boutons, là? C'est extraordinaire. Leur pas passer un peu, beaucoup, passionnément, voilà. Il vous fait dormir. Et donc là, on avait mis 10 fois la dose. Enfin, un des collègues m'appelle en me disant qu'est-ce qu'on fait? On est emmerdé, 10 fois la dose, est-ce qu'on le réveille? Bon, et puis on a considéré qu'au regard de l'infirmière qui avait fait cette erreur, on se devait de lui montrer qu'on maîtrisait la technique et qu'on voulait lui éviter la culpabilité, pour le coup d'un décès qui aurait pu être accidentel. Le temps qu'on appelle, qu'on réfléchisse, le malade s'est réveillé tout seul. Voilà. Par contre, si on avait fait du chlorure de potassium, le curare et le tutti quanti là, qui est fait chez nos amis, je parle de nos amis parce que belges, canadiens maintenant, là non, là, résultat 100%. Vous voyez, la différence, elle est fondamentale parce qu'elle est technique. Là, je parle de la technique, je ne parle pas de l'idéologie, je ne parle pas de la réflexion éthique. Techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Donc techniquement, dans ces situations, on fait une sédation profonde et continue, puisque le malade, on n'attend pas forcément à ce qu'il se réveille, il a son cancer, il va mourir dans quelques heures, quelques jours. Donc une sédation profonde et continue. Chez un patient dont le pronostic vital est engagé
à court terme, quelques heures à quelques jours, qui présente un symptôme réfractaire, une hémorragie ou une asphyxie, et il meurt de sa maladie. Autre cas de figure. Vous avez quelques patients que vous avez peut-être pu accompagner qui ont des trachéotomies, qui ont des ventilations. Ils ont parfaitement le droit de lever la main, de dire « je n'en veux plus ». On est d'accord. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'ils arrêtent leur ventilation, ils vont avoir du mal à respirer, ils peuvent asphyxier, et puis ils vont mourir rapidement. Donc on pourrait, dans un premier cas, leur dire, si vous voulez, on arrête, s'il se passe quelque chose, on revient au cas précédent, et on vous endort pour ne pas vivre l'effroi de la situation. Ou on peut aussi leur dire, lorsque vous allez arrêter la machine, parce que votre droit est de refuser l'acharnement thérapeutique, vous risquez quand même de mourir dans les quelques heures ou quelques jours, et vous risquez d'avoir un symptôme insupportable. Et on vous propose, avant de vous avez le droit, on vous propose de vous endormir pour éviter de vivre l'effroi de cette situation qui pourrait survenir. On est dans une sédation profonde et continue, on ne va pas lever la sédation, profonde et continue, jusqu'au décès, chez une personne qui a une maladie grave et incurable, et qui décide d'arrêter un traitement qui le maintient en vie, avec une double conséquence, un décès qui va survenir à court terme, et un risque conséquent d'avoir un symptôme réfractaire. Le décès là survient de quoi? Pas de la sédation, il survient de l'arrêt de la ventilation. Et en fait non, c'est la ventilation qui maintenait la vie. Donc, sédation profonde et continue. Là, on est dans les sédations profondes et continues. Puis vous avez d'autres symptômes réfractaires. Par exemple, la personne qui a une maladie du sang et qui peut avoir des fractures de bras, de jambes. On a eu une récemment dans l'unité de soins palliatifs. Si elle s'était fracturée les bras ou les jambes, on l'aurait endormie immédiatement. Et puis là, se serait posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut réparer, fixer les os, éviter qu'elle a mal? Et à ce moment-là, si c'est possible, oui, on l'envoie au bloc opératoire, on la réveille. On était dans une sédation à durée déterminée. Ou alors, parfois, non, effectivement, c'était le signe du plus grave. Et l'orthopédiste nous dit non, je ne peux pas l'opérer, l'anesthésiste non, je ne peux pas l'endormir, et on a les deux fémurs qui sont cassés, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on sera dans une sédation qu'on prolongera probablement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est capable de réveiller, si besoin, dans l'intérêt du patient. On peut, dans certaines situations, si le traitement anxiolytique n'est pas suffisant, leur proposer de dormir. Et on est sur une sédation profonde, proportionnée, c'est-à-dire qu'on va monter les traitements jusqu'à la bonne dose pour qu'ils dorment, mais à durée déterminée. L'infirmière, elle arrive, elle réveille le patient, et au moins il a passé une bonne nuit. Mais on a maîtrisé le sommeil, médicalement. Vous voyez, je suis très technique, c'est pour bien montrer ce que vous pouvez voir. Et puis, on a d'autres types de sédation plus compliqués qui sont les souffrances existentielles. Le mal de vivre. Oui, ça existe. On a vu un hier, le patient, il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens. Rien. On va travailler, on va réfléchir, on va essayer de voir comment on peut faire. Je ne suis vraiment pas sûr de m'en sortir. Avec un peu d'expérience, on voit quand même qu'on a des petites pistes. Peut-être que lui, un jour, il lèvera la main en disant « Moi, ma situation, elle est insupportable. J'ai une souffrance existentielle insupportable. Je ne peux plus vivre ça. Pour autant, j'entends bien que vous ne puissiez pas me donner la mort. Donc endormez-moi. » On est dans l'exception de l'exception de l'exception. Donc on ne va peut-être pas passer 90% de notre temps à parler de ces situations. On va parler des autres, qu'on sait prendre en charge, qu'on sait accompagner. Et cette situation exceptionnelle, elle relève d'unités de soins palliatifs, elle relève de situations exceptionnelles. Et ça veut dire, parce qu'elle est exceptionnelle, qu'on n'est pas sûr de trouver la bonne réponse. Et que oui, dans ces cas-là, on peut porter un regard critique sur ce qu'on sera capable de proposer parce que tout simplement on n'y arrive pas. Et que le regard qu'on va nous porter à nous, c'est « Hé docteur, on nous a dit que les soins palliatifs c'était parfait. On nous a dit que vous alliez pas souffrir, que mon proche n'allait pas souffrir. On m'a dit que vous alliez tout maîtriser et ça, vous n'y arrivez pas. » Ben oui. Effectivement, il y a certaines situations qui sont éminemment complexes et c'est la critique de la maîtrise qui nous est faite plus qu'autre chose.
Et là, la famille va dire, mais au lieu de l'endormir, vous ne pouvez pas provoquer le décès, puisqu'à la fin, il va décéder, et hop, c'est entre l'éthique conséquentialiste et l'éthique déontologique que je suis embarqué. Mais on est dans des situations exceptionnelles. Et je ne pense pas qu'une loi puisse faire part, répondre à tous ces enjeux. La loi, elle est là pour le plus grand nombre. Donc la question de la loi Claes-Leonetti ou de la loi Leonetti, c'est de se dire, on essaye de couvrir le plus grand nombre de situations. Pour cette situation exceptionnelle très théorique, on pourrait élargir la loi pour y répondre. Mais qu'en sera-t-il des autres qui étaient protégés? Parce que je pense que la loi, c'est comme un curseur, c'est un bloc qui bouge. Donc lorsqu'on va chercher à droite, on lâche à gauche. Quand on répond à certaines situations, on ne répond plus à d'autres. Il suffit de regarder toutes les modifications législatives. Je ne voudrais pas revenir sur la taxe d'habitation, sur l'augmentation de la CSG. On voit bien que l'enjeu des politiques, à chaque fois, c'est de voir comment répondre à un certain nombre de situations, et des fois on était mieux protégé dans l'ancien système que dans le nouveau. Donc ça a été tout l'enjeu aussi du changement de la loi Claes-Leonetti, d'arriver à tenir compte d'un certain nombre de discours et de choses qu'on entendait, tout en gardant des repères majeurs. Et les repères majeurs, ça a été de ne pas toucher à l'interdiction absolue de donner la mort. C'était ça la ligne directrice. Parce que ça, c'est pas aller plus loin, c'est aller ailleurs. Et donc, ce qu'a dit Jean Leonetti en particulier, ça a été de considérer qu'on allait aujourd'hui donner, dans certaines situations, un droit aux malades de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Ils sont forts les politiques pour trouver la formule. Le droit à la sédation, c'est un droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir.